Moi, je vais commencer avec ça. Alors, bonjour à tous. On va commencer. Et puis, pour pas que j'oublie, je commence par vous annoncer la prochaine, qui sera le 5 juin. Aujourd'hui, on va parler de Xing. Et puis, on complétera ce duo Xing-Ming avec Ming, donc le 5 juin. Bon, c'est un sujet qui me fait un peu peur, là, parce que il faut bien le traiter. Alors, la dernière fois, juste une petite question, pour ceux qui ont vu la vidéo de la dernière fois, est-ce que j'ai associé Xing à un trigramme? Non, je vous ai... Alors, s'il y a des doutes comme ça, je repasserai par là. Donc, on est dans cette histoire de pratiquer pour retrouver son vrai visage. Et on a vu la dernière fois que le taoïsme ne proposait pas une pratique unique du type comme en zazen, par exemple, où on ne fait que s'asseoir. Ce serait, dans la pratique taoïste, une pratique de l'ordre de Xing, mais qu'on accorde, si on définit les choses très grossièrement, on accorde une partie du travail à l'esprit, une partie du travail au corps. D'accord? Enfin, Xing, plus qu'esprit, ça va être une histoire de caractère. Enfin, on va découvrir progressivement de quoi il s'agit exactement. Voilà, donc on va séparer ces deux notions, bien qu'elles soient complètement indissociables, d'abord parce qu'elles visent exactement la même chose, et qu'en tout cas dans le taoïsme, il faut qu'elles soient équilibrées. Pas forcément que tous les jours, il faut accorder la même importance aux deux aspects de la pratique, mais qu'en tout cas, il y a un aller-retour qu'il faut faire en permanence. Et plus on avance dans la pratique taoïste, souvent, il va falloir reprendre des notions de Xing ou des notions de Ming pour pouvoir accéder à un niveau de pratique plus élevé. Xing. Dans Xing, je ne sais pas si vous vous souvenez le caractère, là j'ai encore le... J'ai encore le sinogramme avec moi quelque part. Le voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce sinogramme. Il y avait la clé du cœur ici. Et si, là, il y a une notion de demeure, de maître, d'enseignant avec chaîne. Donc ça, c'est la clé signe du cœur. Ça, c'est la clé de chaîne. Donc, il y a cette notion de... Le cœur, c'est la demeure de l'esprit, hein, déjà, en médecine traditionnelle chinoise. Il y a des notions que je vais survoler. Si ça vous intéresse, il faudra aller googler sur Internet. Il y a des bonnes informations. Ou alors, vous achetez des très bons ouvrages que je vous suggérerai à la fin, entre autres ceux du docteur Essaleh. Oui, donc il y a cette notion de cœur-esprit. Et quand on travaille sur Xing, bien sûr, on va essayer de se rapprocher le plus possible de son vrai visage. Il y a une espèce de retour en arrière. Et on va travailler la pratique va emprunter trois axes principaux. Première chose, il faudra donner la bonne direction. La deuxième chose, il faudra, pour la pratique taoïste, il faut beaucoup d'énergie. Donc, pour avoir beaucoup d'énergie, il faut un jing qui soit solide. Et donc, il faudra nourrir le jing. Si on nourrit le jing, c'est bien, mais si par ailleurs on le perd, c'est pas bien. Donc, il faut réparer le récipient, puis après le remplir. D'accord? Et les fuites de ce récipient, elles sont essentiellement liées aux émotions. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la sexualité, c'est un sujet super tendance, ça fait vendre plein de bouquins, mais pire qu'une sexualité heureuse et épanouie. Mince alors.
pire que cette sexualité-là, il y a les émotions qui sont extrêmement consommatrices de Ting. Et donc, c'est pour ça que dans la première des conférences, je vous ai dit que le préalable à poser les fondations, c'est aussi installer sa vie de la manière la plus, déjà basiquement harmonieuse avant la pratique. Autrement, si on veut s'attaquer au travail des émotions, ça va faire trop à la fois, puis il faut du temps aussi, simplement, pour se consacrer à la pratique. Alors, on va commencer par le début. Donner la bonne direction. Pour donner la bonne direction, là, on va s'attarder donc à poser les fondations. C'est une pratique qui n'a pas besoin d'un maître, même si, quand on a un maître, si c'est un bon maître, c'est préférable. Si c'est un mauvais maître, c'est préférable de ne pas en avoir. Mais si on a un bon maître, c'est toujours préférable, parce que justement, il ne va cesser de nous montrer la bonne direction. Mais dans cette partie de la pratique, ce n'est pas indispensable. Si, par exemple, on devient un moine taoïste, dans les 3 ans de noviciat, quand on fait connaissance avec le maître et que le maître fait connaissance avec le disciple, c'est le genre de pratique qu'on met en place pendant les 3 ans de noviciat. Et puis, c'est aussi si on pose bien ses fondations, en fin de compte, c'est une pratique suffisante. Les autres pratiques taoïstes, c'est plutôt des pratiques qui vont essayer de vraiment ouvrir la boîte pour toucher les choses de la vie. Ça devient plus de la gourmandise qu'une alimentation saine et variée, d'accord? Mais on a le droit d'être gourmand. Donc, si on veut rentrer vraiment dans, je vais dire de nouveau un mot extrêmement à la mode, que j'espère que vous allez relativiser, si on veut rentrer dans la dimension quantique du taoïsme, à ce moment-là, il faut vraiment être bien accroché et être avec un maître qui observe bien ce qui se passe, histoire qu'il n'y ait pas de dérapage qui peut coûter toute la pratique spirituelle, parce qu'on risque de complètement être dévié, voire coûter la santé ou la vie pour certaines pratiques très avancées. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, le maître est absolument indispensable. Donc, pour donner la bonne direction, moi j'aime bien l'exemple du curling. Vous savez, le curling, il y a cette grosse pierre en granit, et puis on a une cible à viser sur la glace, et puis le lanceur, il va donner la bonne vitesse, il va envoyer proprement la pierre dans la bonne direction, il sait quelle cible il faut viser, et puis devant, les partenaires de l'équipe, eh bien, les coéquipiers, ils balayent pour permettre à cette pierre d'arriver jusqu'au centre de la cible. Alors, dans le taoïsme, ces grosses pierres et ce lanceur, ce sont les incantations. Les incantations et les prières. Donc, c'est elles qui vont donner une direction à la pratique, la bonne direction à la pratique. Les gens qui ont écrit ces incantations, ces prières, ben, c'est des gens qui ont atteint des niveaux spirituels beaucoup plus élevés que les nôtres. Et donc, enfin, que les nôtres pour l'instant. Et donc, du coup, ils savent vraiment bien où nous guider. Et puis aussi, ils ne font pas d'erreurs pédagogiques en dévoilant trop de choses. Donc, c'est pour ça que souvent, les incantations, elles restent, quand on commence à les réciter, elles restent hermétiques, parce qu'avec la pratique, elles commencent à se révéler. Et en pratiquant, les portes de l'incantation s'ouvrent et on comprend de mieux en mieux où elle veut aller. Plus on s'approche de la cible, plus on comprend où l'incantation nous mène. Alors, si vous voulez pratiquer des incantations, je crois que j'avais donné la dernière fois déjà le titre de 2 livres, mais je les répéterai. D'un livre, qui est un livre où les incantations sont traduites en français. Donc, dans ce livre, vous pouvez choisir des incantations. Moi, les incantations pour la pratique, j'aime bien les réciter en français. Je garde la récitation en chinois pour des incantations qu'on utilise pour susciter des énergies particulières en termes de guérison ou pour aider un élève qui se trouve en difficulté dans la pratique. Parce que du coup, on doit toucher à des égrégores et on a besoin de l'énergie d'une égrégore.
Et donc, du coup, pour avoir cette égrégore, il est mieux de la réciter en chinois. J'aime bien les réciter en français parce que du coup, elles évoquent plus facilement des choses. Ça m'arrive aussi de... j'ai une incantation, et puis il y a un truc qui me gêne dans la manière dont ça a été traduit, où je sens qu'une phrase ne me parle pas. Je ne me gêne pas pour la corriger. D'accord? Quelquefois, je perçois une direction dans laquelle je dois aller dans ma pratique, à travers certaines incantations, et du coup, je résume mon besoin dans une incantation que je crée moi-même. Et je la récite avant la méditation ou avant le coucher, si on a des pratiques qui sont liées au sommeil, ou avant la pratique du tai chi, parce que j'ai envie d'atteindre un certain but que j'ai compris en lisant certaines incantations. Donc, je crée ma propre incantation. Et puis, autrement, oui, un livre dont je ne vous ai pas parlé, c'est le Hua Hu Jing de Lao Tzu, avec les gros guillemets, de circonstances. C'est-à-dire, c'était le classique pour convertir les barbares. Ça nous va bien, l'Occident, je trouve. Et donc, là-dedans, il y en a plein qui sont super et puis qui nous parlent bien. On peut en choisir un et puis le réciter avant une pratique. Souvent, le traducteur, il utilise la troisième personne il va utiliser des temps qui ne sont pas pratiques pour la récitation. Donc, moi, je reviens tout de suite à la première personne. Donc, souvent, je les réécris. Et je les réécris à la première personne. Comme ça, quand je le récite, je dis « j'incarne le Tao, je fais ci, d'accord ?» Et je ne le temporise pas. « J'incarnerai le Tao. » Non, 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 on ne temporise pas. Donc, moi, je les corrige un petit peu. Je les réécris, par exemple, il y en a une que j'aime bien, c'est la 49. Si vous souhaitez incarner le Tao, cessez de bavarder et commencez à pratiquer cette circonstance. Donc, si vous souhaitez incarner, donc c'est pas ça qu'il faut se dire, c'est j'incarne le Tao, je cesse de bavarder et je pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez inventifs, créatifs avec ces incantations et observez, parce que du coup, quand on récite une incantation, on comprend quelque chose, mais on comprend cette chose de façon assez instinctive et donc on se fixe sur une fréquence. Et c'est cette fréquence qu'il faut repérer pour le moment de la pratique. Donc voilà, ça, c'est une chose que je vous conseille avant de pratiquer, réciter quelque chose. Moi, j'aime beaucoup aussi, mais je crois que je vous l'ai envoyé la dernière fois, j'aime beaucoup le classique de la clarté et de la pureté parce qu'il est lié à mon courant aussi, mais je trouve qu'il éclaire bien. Et puis, il y a toute une partie qui est très accessible. Quand on la lit, on se dit « Ah, mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr ». Puis une partie, on se gratte la tête. Et c'est super parce qu'il n'y a qu'à pratiquer. Et avec le temps, la partie où on se gratte la tête, eh bien, elle se clarifie. Ça devient du vécu. Colmater les brèches. Donc ça, le grand truc, ça va être de travailler sur les émotions. Ça va être le grand sujet aujourd'hui. Ça va être de travailler sur les émotions. La pratique taoïste, elle a besoin que la conscience puisse être dirigée de manière claire sur quelque chose et soutenue. Et donc, ça demande de l'exercer. Pour exercer ça, il n'y a rien de tel que la méditation. On va arriver aux émotions après. Il n'y a rien de tel que la méditation. Si vous êtes près d'un groupe de méditants bouddhistes zen, allez méditer avec nos frères de pratique bouddhistes zen.
Si vous entendez parler d'une pratique Vipassana, allez pratiquer avec nos amis Vipassana. Le mindfulness, si c'est ce qu'il y a dans les locaux en dessous dans votre immeuble, ben vous allez taper à la porte du mindfulness et aller méditer avec les gens du mindfulness. Ça va vous permettre de focaliser, d'entraîner la manière de focaliser votre conscience sur quelque chose de la manière correcte, c'est-à-dire souple et ouverte. Pour les pratiques taoïstes, ce qu'on va avoir besoin de développer dans la méditation, ça va être écouter. Et donc, le moyen propice et à entraîner quand on entre en méditation, c'est d'utiliser l'écoute. Pourquoi est-ce qu'on dit écoute et pas perception et pas attention? C'est parce que l'écoute, justement, le mot écouter implique quelque chose de passif et de très ouvert. Donc voilà, si vous voulez pratiquer une bonne méditation pour vous préparer pour des méditations plus avancées, quand vous êtes assis, écoutez vos tensions physiques et laissez-les se relâcher. Donc d'abord sur l'avant du corps, par exemple, vous faites un scan. Ne vous donnez pas une demi-heure, donnez-vous 2 minutes, 3 minutes. Ça doit être rapide. Faites un scan de l'arrière du corps, faites un scan de l'intérieur du corps, rapide. C'est des tensions qui ne veulent pas lâcher, vous les laissez. Et donc tout ça au moyen de l'écoute. Et puis ensuite, vous pouvez commencer à écouter votre respiration. Vous pouvez aussi écouter votre silence intérieur. À ce moment-là, il y a un écoutant qui va se développer pour écouter. D'accord? Et puis progressivement, vous allez vous désidentifier de ce que vous écoutez pour vous identifier à l'écoutant silencieux. D'accord? Dans des stades plus élevés, l'écoutant il va devoir disparaître. Mais pour que ça se fasse correctement, il faut d'abord commencer comme ça. Voilà pour la méditation. L'autre méditation à pratiquer vraiment avec beaucoup de succès pour la pratique taoïste, c'est la méditation marché. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos que j'ai faites sur la méditation marché, j'ai fait des vidéos très très courtes cet hiver. Donc c'est super simple. Moi, je la fais par exemple entre la gare et le conservatoire quand je vais travailler. Donc, on abaisse légèrement son centre de gravité. Il n'y a pas besoin de marcher comme Groucho Marx des Marx Brothers. Il n'y a pas besoin vraiment de se plier en deux, mais juste légèrement. On ne marche pas tendu sur ses jambes, comme on voit certains ados aussi qui, quand ils roulent le pied sur la pointe du pied, ils montent comme ça. Non, on marche avec le centre de gravité légèrement plus bas. On peut avoir les mains sur le centre de gravité, soit sur le tantien, soit simplement dans le dos. Et puis, pendant qu'on marche, on va tout voir, mais ne rien nommer. On va tout entendre, mais ne rien nommer. On va tout sentir, mais ne rien nommer. On va tout ressentir, mais ne rien nommer. Si tout d'un coup, il y a une vue qui nous absorbe, on peut s'arrêter, la considérer un moment, jusqu'à ce que ce moment s'achève naturellement et on continue. Donc, c'est une méditation qui est vraiment le complément parfait de la méditation assise, dans le sens où là, tous nos sens sont en éveil et on est complètement tourné vers l'extérieur. Et on travaille notre intention sur l'extérieur. Et donc, on apprend aussi à maintenir cette focale large et silencieuse. Donc, on ne se focalise pas sur la respiration quand on fait la méditation marché. Quand moi, je descends du train, en général, dans le train, je tape des trucs sur l'ordinateur. Donc, j'ai la tête plein de choses.
C'est super dur de rentrer dans la méditation, en tout cas pour moi, dans la méditation marché. Je n'arrive pas à switcher d'un coup. Et puis j'arrive de la montagne, j'arrive dans la ville. Donc, ce que je fais, c'est que pendant 20 mètres, je fais seulement écouter. Pendant 20 mètres, je fais seulement sentir ou seulement voir. Vous voyez? C'est-à-dire je sépare les sens au début. C'est beaucoup plus facile. Si je pars en étant vraiment complètement ouvert, la distraction va se mettre tout de suite dedans. Donc, moi, je réinitialise la machine comme ça. Puis, ça me prend voilà, 150, 200 mètres. Bon, moi, j'ai l'habitude. Et puis, après 200 mètres, c'est bon. Je peux être complètement disponible et à l'écoute de tout ce qu'il y a autour de moi. OK? Alors, cette capacité d'intériorisation, on va en avoir besoin pour travailler sur les émotions. On va faire un tout petit peu de théorie et après on fera de la pratique, c'est le plus important en fin de compte. Mais j'aimerais bien qu'on comprenne vraiment avec précision d'où viennent les émotions. Le Tao, il est à l'origine de toute chose, mais il est aussi la manifestation de ces choses. Il est manifestation de tout comme son origine. Nous, on a de la peine à le percevoir parce qu'on est limité par nos dimensions temporelles et par notre fonctionnement qui voit la réalité de manière dualiste. D'accord? Mais à son origine, le Tao, il n'a pas cette notion temporelle et cette notion dualiste. Notre vrai visage, il se confond avec ça. On appelle ça Yuan Shen. Yuan qui veut dire originel, Shen, esprit, notre esprit originel. Cet esprit originel, il va devoir se manifester, il se manifeste puisqu'on est dans cette vie dualiste où on est de chair et d'os et où on doit s'articuler dans le temps. Et comment est-ce qu'il va se manifester? Il va se manifester donc en partant du plus subtil pour arriver au plus, j'ai envie de dire grossier, mais c'est un peu malheureux comme mot. Et donc, pour passer de ce plus subtil au plus grossier, il va devoir utiliser des informations qui vont permettre au Tsi de se cristalliser pour qu'il devienne suffisamment yin pour qu'il puisse se manifester dans notre corporalité. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un au passage? Je n'ai jamais expliqué ça de ma vie, hein. J'espère que ça va marcher aujourd'hui. Et donc, dans une vidéo précédente, je vous avais dit que le Ting de Dao de Ting, qui veut dire classique, on l'utilise aussi pour décrire les méridiens, Ting Lo. Je vous ai dit, nous sommes comme un classique écrit. D'accord? Dans cette écriture-là, les organes de notre imprimante 3D, ce sont nos organes, d'accord? Qui vont imprimer en 3D nos méridiens qui vont soutenir notre présence physique. Donc, il faut que ces organes se forment et qu'ils trouvent leur fonctionnalité. Pour passer de cet état informel à cet état de forme, d'organe, on aura besoin d'une fréquence. Et cette fréquence, les Chinois ils les appellent les entités viscérales. On a 5 groupes d'organes, hein, et donc on a 5 entités viscérales. Alors, on va parler un tout petit peu de ces entités viscérales. Il y a des entités viscérales qui habitent le foie,
C'est cette fréquence qui va permettre au foie de trouver sa fonction, qui s'appelle Hun. Hun et Po, c'est deux entités viscérales dont les taoïstes parlent énormément, parce que Hun, qui est vraiment lié à notre lien avec le ciel, elles sont trois, mais je vais parler au singulier, donc l'âme viscérale de Hun, parce que ce sera plus simple. Il faudra qu'on fasse toute une conférence rien que sur les âmes viscérales Hun et Po. C'est un sujet extraordinaire. Donc, Hun, c'est la plus yang des entités viscérales. Elle est vraiment liée à l'âme humaine. Po, qui réside dans le poumon, est beaucoup plus lié à notre aspect, d'abord à notre connexion à la Terre et à notre aspect le plus physique. On peut dire que Hun monte, Po descend. D'ailleurs, à la mort, c'est ce qui se passe. Alors là aussi, je dis Po au singulier, mais il y en a 7, comme les 7 jours de la semaine, parce que quand on décède, notre corps va abandonner ses peaux à la terre en abandonnant chaque jour, pendant 7 jours, un de ses peaux. Donc voilà, peau qui va donner forme au poumon. Shen. Shen donne forme au cœur et donc réside dans le cœur. Alors, vous avez souvent entendu parler de Jing Qi Shen, qui est cette dynamique dont j'ai parlé, je crois, déjà dans la précédente conférence, qui mériterait aussi, rien que pour ça, une conférence juste pour ce sujet. Donc, à savoir, c'est donc quand on parle de Jing Qi Shen, on parle de l'évolution du Qi, de sa dimension la plus yin et formelle, le Jing, en passant par sa fluidité avec le Qi, au Shen, le Shen qui est le Qi dans sa version la plus yang. Et donc, on attribue à Shen toutes les fonctions, quand on dit esprit, dans le cas de Jing Qi Shen, Shen devient le mot pour décrire toutes les fonctions cognitives, mentales, intellectuelles du cerveau, ainsi que spirituelles. Tandis que le Shen du cœur, celui qui nous intéresse, c'est vraiment l'esprit qui communique et qui reçoit les messages du Tao. Quand il est faible, on manque de portée spirituelle. S'il n'est pas enraciné, souvent ça donne lieu à des maladies psychiatriques, surtout celles qui sont de l'ordre de la psychose. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour du Shen? Je crois que j'ai... C'est aussi pour ça que dans la pratique taoïste, c'est important de bien enraciner le Shen. Parce qu'autrement, il y a des passages qui vont être trop douloureux, trop difficiles. Une bonne pratique pour enraciner le Shen, mais on en parlera la prochaine fois, c'est la marche pour enraciner les 3 Tantien. La posture de l'arbre. Je, Z-H-I, réside dans les reins et c'est la volonté, la motivation. Dans les entités Hun, on reçoit un plan de route et Shen, il fait des rêves pour ce plan de route. Pour que ça marche, on a besoin de Je pour que ça se matérialise. On voit souvent des gens qui sont épris de spiritualité et puis au niveau matériel, il n'y a plus rien qui marche.
il y a un problème avec je. Aussi, si on rentre dans une pratique spirituelle telle que le taoïsme, il va falloir avoir de la régularité dans la pratique. Il faut se lever le matin. Il faut passer de simplement le projet de se développer spirituellement, de la compréhension purement mentale du pouvoir du pouvoir de l'instant présent de écartelé, c'est ça? Quand on lit, waouh, c'est génial, on a tout compris. Non, 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 non. Et maintenant, après, il faut pratiquer. D'accord? Le pouvoir du moment présent, c'est ça, le bouquin d'Eckhart Tolle. Formidable, mais il flatte seulement le mental, le bouquin. Donc après, quand on a de la peine à rentrer vraiment dans une pratique spirituelle, ça peut être parce que le je est trop faible. Donc ça, par exemple, aller voir un acupuncteur pour voir ce qu'il en est de l'énergie du rein et peut-être venir soutenir cette entité viscérale qui a de la peine. Parce que dans cette volonté de je, il y a une volonté qui est celle du ciel, en fait, qui est liée avec la mission qu'on a reçue. Vous savez, donc, je réside dans les reins. Les reins ont une proximité avec Mingmen, le point Mingmen, pour ceux qui font du tai chi avec moi et du Tuai Shan. Le point Mingmen, il est super important. Il est lié à la destinée aussi. Donc, il y a une volonté du ciel dans le mouvement de je. Mais il doit être complété par la volonté, par notre propre volonté, la volonté de l'humain. Autrement, ça ne marche pas. Donc, on en a eu 4. Il reste Yi. Yi, c'est l'entité viscérale rat-estomac qui est liée à l'intellect, à la pensée. Il aura une fonction importante quand on va parler des émotions, dans le sens où il va collecter les informations des 4 autres âmes pour en faire quelque chose. Donc, il sera en permanence en interaction. En interaction avec Rune, donc on aura l'imagination, le rêve, s'orienter dans l'espace, les directions, avoir des projets, pas les réaliser, les avoir, c'est déjà pas mal. Donc j'ai plein de projets, mais j'en réalise aucun. Il y a un problème avec je, d'accord, avec le rein. Shen, tout ce qui est perception spirituelle, intuition spirituelle, clarté. Les rêves. Si tout ça, on veut qu'à un moment donné, ça trouve sa forme, allié avec le je, c'est le yi qui va pouvoir commencer à penser une démarche, à faire en sorte que les choses se réalisent. Dans le je, on a la volonté, la motivation, il y a aussi la sagesse. C'est important à retenir tout à l'heure quand on va travailler sur les émotions. Et po, c'est les sensations, la mémoire, une certaine forme de raisonnement très logique, matériel. Il y a une jolie histoire, je crois que c'est dans le chapitre 7 du Chuangzi, qui est super connu, c'est... comment est-ce qu'on pourrait les appeler? Illico et Presto qui se rencontrent. Ils parlent du chaos primordial de Rundun. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Ils parlent du chaos primordial, puis ils disent, ouais, quand même,
c'est vraiment un gaillard formidable. Donc, il est tellement généreux à notre égard, il faut qu'on fasse quelque chose pour lui, quoi. Il faut qu'on lui fasse un cadeau. Alors, il décide d'aller lui rendre visite et puis de lui faire tous les orifices qui lui manquent. Parce que Khundun, il est dans l'indiscernement total. Donc, on en a 7. Et donc, à chaque jour, ils lui font un orifice supplémentaire. Et au bout de 7 jours, eh ben, Khundun est mort. Il perd son indiscernement. Quand les 5 entités se manifestent à travers les organes, on commence à avoir les sens qui s'éveillent. Cinq sens, et on les appelle les 5 voleurs. Parce que les 5 sens vont faire naître des désirs. Des désirs qui seront bien sûr reliés aux qualités de chacune de ces entités. Et les désirs vont faire naître les 5 poisons. Et ces 5 poisons, c'est les émotions. Alors, dans notre pratique, ce qui est important, c'est quand on dit pratiquer le retour, hein, en chinois on dit Wushen Chaoyuan, c'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne à cet esprit d'origine. Donc, il faut que nos 5 entités, ces 5 esprits qui habitent nos organes, puissent revenir à leur fonctionnement le plus originel possible. Quand on dit 5 poisons, alors du coup, nous, on entend les émotions, c'est mal. Et il faut ne plus avoir d'émotions. Puis après, si on fait un peu de médecine traditionnelle chinoise, suivant sur quel manuel on tombe, en fait, les maladies, elles sont issues des 5 émotions. Et donc, du coup, on essaye de vivre sans émotion. Non, ce n'est pas ça l'histoire. Si on vit sans émotion, à ce moment-là, on bloque de nouveau l'énergie et ça ne va pas y aller. Il faut que l'énergie reste fluide pour pouvoir nourrir le shen. Souvenez-vous, Jing, Qi, Shen. Si je veux passer du Jing au Shen, à l'esprit, il faut que l'énergie reste fluide. Donc, il s'agit plus d'équilibrer les émotions, de les moduler correctement, plutôt que de les annuler. Elles peuvent être trop violentes, ces émotions. Donc, n'oubliez pas que dans les pratiques préalables à poser les fondations, une psychothérapie, ça peut être une bonne chose. Et en fait, par exemple, dans les pratiques martiales, on ne commence pas par Xing, on commence par Ming, on commence par travailler sur le corps. Donc, si par exemple, vous êtes en souffrance et vous sentez que vous avez vraiment un gros déséquilibre, ça peut être intéressant de commencer par une pratique corporelle de type Tai Chi Chuan ou les Daoyin, ça c'est top, et puis de commencer une psychothérapie à côté de type cognitivo-comportemental ou formidable pour les taoïstes, la constellation familiale. Hein, parce que du coup, ça permet de travailler sur ce qu'on appelle le yuan qi, le qi originel, les sacs à dos qu'on a récoltés des parents. Quelquefois, on en a plein les bras, sur le dos, sur la tête, on ne sait plus où les mettre. Donc, quelquefois, c'est bien de commencer avec une psychothérapie en constellation familiale. Donc, une fois que ça c'est fait, on va essayer de repérer les émotions qui restent
et de les moduler. Donc maintenant, je vais vous parler de ces émotions dans leur expression pathologique et puis les nuancer avec des qualités. Si on prend par exemple Shen, donc, qui réside dans le cœur, l'émotion qui sera liée à cet organe, ça va être l'excitation, c'est-à-dire une joie trop importante. Le type toujours content, toujours prêt à faire un truc et tout ça, mais en fait, ça part dans tous les sens. D'accord? Alors, il a beau être joyeux, pour finir, ça peut se tourner dans une souffrance. Et surtout, asseyez-le en méditation, vous allez voir, ça ne va pas être facile. Parce que le chêne, il n'est pas stable, il n'est pas enraciné. Donc, il faudrait progressivement remplacer cette suractivité par simplement du contentement. On verra tout à l'heure avec les 9 palaces comment est-ce qu'on en arrive au contentement. Khun, c'est la colère qui est liée à Khun, qui réside dans le foie. Alors, il peut y avoir des saintes colères, c'est-à-dire des colères calibrées dans le temps et en intensité. C'est un outil de communication merveilleux, la colère, même si c'est peut-être plus à la mode à cause de la communication non violente, mais la colère permet une communication qui est dense, très claire. Et par contre, si on reste dans le registre, ça ne va plus. Donc, après la pluie, le beau temps, un gros orage, ça va, mais il faut que ça passe après, rapidement, et que le beau temps se réinstalle. Ce qui permet de tempérer la colère, la qualité qui permet de tempérer la colère, c'est la patience. On en reparlera tout à l'heure avec le palace aussi. Pour les poumons, l'émotion, ça va être la tristesse, la mélancolie, la difficulté à se séparer de quelque chose, de quelqu'un. L'amertume. Ce qui permet de rééquilibrer ça, c'est le courage. Sauf que le courage, il aura besoin d'une motivation. Et on verra, parce que puisque nous sommes dans une dynamique de développement spirituel, on a ce qu'il faut pour trouver le courage. La rate, à force de raisonner, ça peut devenir du souci. On peut être dans le souci permanent, toujours inquiet, toujours à calculer. Donc ça ne va pas. Et donc, paradoxalement, pour sortir de ça, la qualité à développer, ça va être l'empathie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sort de notre problème et on regarde l'autre. La bienveillance et un mot qu'on va utiliser beaucoup aujourd'hui, la compassion. La compassion pour soi, la compassion pour l'autre. L'émotion, c'est la peur. C'est un peu normal, parce que c'est vraiment là que demeure notre pulsion de vie. Et donc, qui dit vie, dit mort. Donc, Dieu est lié avec la peur de la mort aussi. Et donc, la qualité à travailler, c'est la sagesse,
pour tempérer la peur. Alors, ce n'est pas évidemment, on verra ça avec les 9 palaces, mais ce n'est pas une sagesse du genre mais non, ça va aller. D'accord? Mais enfin, tu vois, il y a des beaux jours puis des mauvais jours. Non, non, c'est cette sagesse qui sait qu'il y a un dessein là derrière, qu'on a confiance dans un processus dans lequel on est déjà impliqué. OK, donc ça, on va développer avec les 9 palaces. Il y avait des choses encore dont je voulais vous parler avant. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais essayer le mind map. D'habitude, quand je fais une conférence, j'écris tout bien à la suite. Là, j'ai fait un mind map et je le regarde et je ne sais plus par quel bout le prendre. Bon, ça va venir. Oui, une chose qu'on va voir avant de se lancer dans les 9 palaces. Si on reprend les 3 axes qu'il faut travailler pour le signe, il y avait donner la bonne direction. Vous vous souvenez de ça? Puis donc, j'ai parlé des incantations. En fait, quand on rentre dans la voie taoïste, quand on prend un maître, on prend des vœux, on prend des préceptes. On prend des préceptes qui peuvent sonner comme très moraux. Mais c'est drôle parce que quand moi, je me suis intéressé au taoïsme il y a plus de 30 ans, j'avais l'impression que justement, il y avait un truc ultime. Pas de morale, pas d'ingérence extérieure. Je n'allais pas m'obliger à des choses, je n'allais pas me contraindre. Ça allait venir naturellement. Et c'est juste. C'est-à-dire que plus depuis, donc on avait le Yuan Sheng, vous vous souvenez, l'esprit originel dont on s'est éloigné, et plus on va ramener nos 5 esprits, nos 5 entités vers un fonctionnement bien modulé, qui permet de se rapprocher du Yuan Shen, plus on se rapproche du Yuan Shen, plus notre vie devient naturellement vertueuse. Okay? Mais en attendant, il faut éviter de sortir d'une certaine vertu. Et donc, on prend des vœux, puis on essaie de s'y tenir le plus possible. Si on prend les 5 vœux principaux, quand on devient taoïste, et donc, vous pouvez, si vous avez un petit hôtel à la maison avec, je ne sais pas, peu importe la déité, de quelle religion vous l'avez, peut-être pas Johnny Hallyday, mais quelque chose qui vous parle. Alors, vous pouvez vous mettre devant et puis allumer de l'encens. Et puis, un jour qui vous semble faste, prendre vos vœux. Vous inventez une petite cérémonie et prendre vos vœux. Donc, les 5 premiers, c'est ne pas tuer, ne pas voler. Ce n'est pas facile par les temps qui courent. Ne pas mentir. Alors ça, c'est un sacré boulot. Avoir une sexualité correcte. Débrouillez-vous. Et puis l'alcool. Donc, il y a des moines qui sont super stricts, donc ils ne touchent pas une goutte d'alcool. Le problème, c'est l'ivresse. D'accord? Et puis aussi, si vous buvez avant la pratique, même un petit verre de rouge. Moi, j'ai mon petit verre de rouge à midi, c'est mon médicament. Mais par contre, après, je ne vais pas m'asseoir en tailleur parce que je vais me casser le nez. Ce n'est pas possible. Je vais faire une sieste, puis voilà. D'accord? Et puis comme ça, après, la machine est nous en route. Mais je ne le dis pas à ma maître. Hein. Quand je suis au monastère, je ne touche pas à une goutte d'alcool. Ne répétez pas. Hein.
Mais je crois qu'elle serait morte de rire. Mais par contre, ce qui ne va pas, c'est l'ivresse. On est en Chine et l'alcool à 50 degrés. Et quand on est entre potes, chacun va en descendre au moins à demi-litre. Autrement, on n'est pas entre potes. Donc ça ne va pas. Voilà, pour l'alcool. Il y a une petite guerre, ce n'est pas la fin du monde. Ça, c'est les principaux. Après, par extension, on en développe certains. Donc, prendre conscience des relations entre cause et effet. On va en parler tout à l'heure. Donc, ce qu'on appelle le principe de causalité. Honorer sa famille et les ancêtres. Constellation familiale. D'accord? Faire le bien et aider ceux qui le font. Donc, il s'agit de bien choisir son parti quand on va voter. Il faut aider ceux qui font le bien. Assister les démunis. Celui-là, j'y tiens beaucoup parce qu'on oublie souvent que la première pratique, en fait, chez les Chuanzhen, donc les moines taoïstes du courant taoïste monastique en Chine, quand on entrait, qu'on prenait ses vœux, la première pratique, c'était la mendicité. C'était obligatoire. On devait aller mendier, puis une fois qu'on avait mendié, on prélevait ce qui était nécessaire à s'alimenter et s'habiller, et tout le reste, on le donnait aux pauvres. Donc on s'arrangeait pour être presque aussi pauvre que les pauvres, juste assez riche pour pouvoir leur donner. Aligner ses actions sur le Tao et sa vertu. Ça, c'est pas facile. Ça mériterait 10 jours de stage. Bon. Placer l'évolution spirituelle des autres en priorité, avant la sienne. Ça, c'est assez génial. Au monastère, quand moi j'y vais, par exemple, tout le monde se met en quatre, quoi. Ils passent outre leur temps de méditation à eux, ils passent outre. Ma maître, elle construit des monastères pour accueillir des gens pour la pratique. Elle se fatigue et souvent, elle ne peut pas pratiquer à cause de ça, mais ça passe avant. Il y a une histoire de don de soi. Donc, elle doit aller chercher de l'argent, convaincre des politiques, s'occuper des ouvriers. Et puis, quand elle a un moment, elle se pose et elle médite. Mais c'est quand elle a un moment. À ces préceptes, on ajoute des qualités qu'il faut travailler. Quand on prend les vœux, on s'engage à travailler des qualités. Alors, l'humilité, l'humour. C'est un humour particulier. Ce n'est pas un gag toutes les 5 minutes. L'humour, c'est une certaine forme d'autodérision qui est couplée à l'humilité. La simplicité, le Wu Wei Dao, c'est-à-dire le Tao de l'action naturelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de progresser plus par état de grâce que par une volonté orientée vers un résultat qu'on veut obtenir. C'est pour ça que ce n'est pas nous qui lançons le bloc de granit au curling, on laisse l'incantation de faire. Nous, simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on balaye devant pour qu'il puisse aller jusqu'où là il doit aller. Et la compassion. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc, si on prend ces vœux, on peut se faire une petite liste, par exemple, et puis le soir, les lire, et puis essayer d'avoir une vision assez claire de soi-même. Et puis, dans le courant de la journée, s'observer
voir comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on fonctionne, avoir toujours un feedback par rapport à ça et essayer de se perfectionner. Si on fait que ça, ben, on va avoir une voie absolument moralisatrice. Et donc, on va se contenir dans un truc. Et puis, donc, c'est comme si, on voit ça dans plein de religions, quoi. On se contient dans une morale. Mais ce qui se passe, c'est que quand ça pète, et puis on fait n'importe quoi. Donc, avoir une vie morale, c'est bien, mais après, il faut la rattraper, cette morale, avec la pratique, pour qu'elle devienne parfaitement naturelle et qu'elle ne coûte rien, qu'elle aille de soi. La causalité. Vous vous souvenez donc, dans les préceptes développés, il faut être le plus au fait de cette loi de causalité. Donc, les taoïstes, ils ont emprunté ça aux bouddhistes, c'est les champions dans ce domaine. Donc, si ça vous intéresse, essayez de trouver des bons écrits de Thich Nhat Hanh, par exemple, sur les histoires de causalité. On va les étayer de la manière la plus simple maintenant. En fait, la loi de causalité, c'est la loi qui préside à tout ce qui se manifeste dans la nature. Tout ce qui se manifeste a une origine. Il y a toujours une cause à toute manifestation. La cause, c'est la force impulsive et l'effet, c'est le résultat. Ils sont totalement interdépendants. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Et s'il n'y a pas d'effet, c'est qu'il n'y a pas de cause. À chaque cause a forcément un effet et chaque effet trouve forcément une cause. Alors, on va voir, il y a 4 lois. Telle cause, tel effet. Si vous plantez une graine de plant de pois chiche, vous n'allez pas avoir un oranger. C'est super important dans la pratique, ça. Une cause à elle seule ne peut produire d'effet. Alors ça nous intéresse puisque on est dans Xingming, donc on a une pratique qui va grignoter par tous les côtés pour essayer d'avoir l'effet de retrouver son visage originel. Mais si on observe dans la vie de tous les jours, chaque effet a plusieurs causes. Ça s'explique avec le troisième qui est « dans la cause, il y a l'effet ». C'est-à-dire que si je considère une cause, cette cause, elle est l'effet d'une cause précédente. Si je considère un effet, cet effet deviendra la cause d'un effet suivant. D'accord? Ça ne s'arrête pas. Et donc, il faut faire super attention, parce que quand on cause quelque chose, on risque de causer des effets qui seront la cause d'autre chose. On réalise ça maintenant parce qu'on se débat avec l'écologie, puis plus on essaye de rattraper le truc, en fin de compte, moins ça marche. Toute voiture polluante, on fait des voitures électriques. Donc la cause des voitures électriques, c'était la pollution des voitures polluantes, puis les voitures électriques deviennent la cause d'autre chose. Donc à un moment donné, il faut vraiment faire attention quand on génère quelque chose, jusqu'où ça va aller. La relation cause-effet, elle peut être rapide ou lente. Et cette évolution n'est pas uniforme. Ça veut dire que si je mets la main sur une plaque électrique, ben, entre la cause et l'effet,
il y aura un très court laps de temps. Par contre, la manière dont j'éduque mon gamin maintenant, eh ben, l'effet, on le connaîtra dans 10, 15 ans et pour longtemps. Donc, il faut faire super attention. Si on prend par exemple un exemple catastrophique, ce qui se passe dans la bande de Gaza avec la Palestine, il y a un jour des gens qui ont causé quelque chose dont on voit encore les effets aujourd'hui et on n'arrive pas absolument pas à gérer, quoi. Il faut faire super gaffe quand on agit. Comment faire? Eh bien, il faut prendre les vidéos précédentes où je parle du Yijing. Le Yijing, c'est le grand maître de la compréhension des lois de causalité. Et c'est pour ça que Confucius, il a dit au moment de sa mort, « Ah, si j'avais encore 50 ans pour ne faire qu'étudier le Yijing, peut-être j'arriverais à avoir toujours l'action juste. » Donc, un bon taoïste, il est toujours armé du Yijing. Pas pour connaître son avenir de manière angoissée, mais enfin, pourquoi pas, on fait tout ce qu'on peut, quoi, mais non, pour comprendre les rouages, pour pouvoir agir le plus juste possible, se placer correctement. Se placer correctement pour que le Wu Wei Dao, le Dao du non-agir, entre guillemets, puisse fonctionner. Hein? Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ah oui, mais là, ça vaut une conférence entière. Wu Wei. Alors, Wei, c'est agir. Et puis Wu, c'est une forme de négation et de néant, d'absence. Et donc, ça donne le non-agir. Ce qui veut dire, grosso modo, que si tu veux progresser dans le Tao, tu t'assieds, puis tu fous rien, et ça se fait tout seul. Puis de temps en temps, tu tends une main, puis tu as un fruit qui t'arrive juste droit dans la main, puis tu croques dedans. Non. C'est une conception. Non, mais tu rigoles, mais c'est de cette manière-là que le Wu Wei Dao est arrivé en Occident. Parce qu'en fait, c'est de la connaissance du taoïsme et de tout ça, elle nous est arrivée par des missionnaires. Et donc, il y a eu une interprétation par des théologiens de tout un vocabulaire. Et Wu est devenu ce néant, cette absence. Pourquoi est-ce qu'ils se sont attardés à faire de ce Wu un néant absolu? C'est parce qu'il est continuellement utilisé dans la voie taoïste. On va parler de Wu Yi, de Wu Ji, Woman, absence de, d'accord? Alors que si on prend la graphie ancienne, qu'est-ce qu'on voit? On voit une forêt rasée par 40 gaillards. Je dis 40, mais je ne suis plus très sûr du nombre. On prépare beaucoup de gaillards. D'accord? Par le feu. Et puis tout ça, c'est une culture extrêmement ancienne qui trouve ses origines, je le dis chaque fois, mais je crois qu'il faut vraiment bien le répéter, dans la sédentarisation de nomades. Et donc, les paysans, ils doivent raser la forêt par le feu pour qu'elle retrouve son potentiel. Donc, Wu Wei, c'est une action qui part d'un plénipotentiel. Plénipotentiel, c'est-à-dire un potentiel plein, qui n'est pas dirigé. Le problème, c'est que la manière dont on s'est incarné
à la naissance, et ensuite, tout ce qu'on a reçu comme éducation et comme événement dans la vie font que notre vrai visage est perdu et que nous avons un visage orienté. Tu vois, la manière dont tu m'écoutes maintenant, dans tes yeux, je vois toute une tradition, toute une culture que tu es toi. C'est-à-dire que tu m'entends à travers une grille assez étroite. Je dis ça, mais moi, la manière dont je te parle, j'ai une même grille étroite qui est un pauvre Laurent Rochat avec ses limites et tout ça. D'accord? Quand on travaille sur la boîte à vis, on essaye vraiment d'ouvrir complètement cette grille pour qu'elle reste complètement disponible, pour que les graines que j'essaye de transmettre, eh ben, elles tombent tout de suite dans la bonne herbe et elles poussent. D'accord? Et puis que tu ne vas pas avoir plein de ronces qui vont étouffer cette graine ou une culture de maïs, parce qu'il se trouve que dans ton champ à toi, il y a tellement de maïs qu'il n'y a plus de place pour une autre graine. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec nos bons théologiens. Parce que quand ils sont arrivés en Chine, qu'ils ont vu cette histoire de néant avec leur grille à eux, où tu ne peux pas faire quelque chose sans invoquer Dieu, c'est-à-dire c'est une forêt avec une monoculture, parce que tu as la trouille que s'il n'y a rien, le démon apparaisse. Donc ils sont arrivés avec cette grille-là, cette exiguïté-là, qui fait que quand ils ont vu le mot « Wu », ils ont vu l'affreux néant, quoi. Mais moi, j'ai encore eu des discussions avec des théologiens d'aujourd'hui. Quand ils me parlent des sagesses asiatiques, ils me disent « Oh là là, le bouddhisme, le néant ». Je dis, non, 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 non. Ils n'arrivent même pas à m'entendre. Mais réciproquement, ils essaient de me balancer des informations que je n'arrive pas à entendre non plus. On est peu de choses. D'accord? Donc, il y a un travail à faire pour qu'on s'ouvre et qu'on puisse commencer à entendre les choses telles qu'elles sont. Donc, le Wu Wei Dao, c'est ça. C'est une action parfaitement à propos, parce qu'elle a tout entendu les circonstances, et donc elle va pouvoir agir à propos. C'est aussi pour ça que le Yiting est une méthode complexe, parce que s'il veut nous donner un conseil à propos, il a tellement de paramètres à gérer que pour trouver cette simple action, il faudra beaucoup d'informations. Ok. C'est bon. On peut parler des 9 palaces et de la pratique. Mais j'ai la bouche super sèche. On fait 3 minutes de pause. Ça joue? Ça te va? Après, on mettra tout ça en pratique avec le Toy Show. Yes. Au soleil, ouais. Santé. Hein? Ça va? Écoute, j'ai eu une semaine avec peu de sommeil. Je cherche un peu mes mots, mais ça va. Ouais. Je trouve ça très beau, la pratique du travail. C'est un de ces enseignements que j'entends qui est une partie de moi fait non, une partie de moi fait bien sûr. Et du coup, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Mais tu vois, en fait, le paradoxe, c'est du coup, c'est ça ta pratique. Et donc, ouais. Il y a plein de petites histoires comme ça. Par exemple, il y a un monastère qui était en haut d'une montagne en Chine. Et puis, il y avait un paysan qui montait tous les jours des fagots de bois pour qu'il puisse chauffer et cuire dans le monastère, tu vois. Tous les matins, il montait avec un fagot de bois.
Et puis, un matin, il y a le maître supérieur qui entre dans la salle à manger. Et en fait, pendant la nuit, il a vu une grue blanche dans son rêve, signe qu'un immortel a quitté la Terre. Et il arrive le matin, puis il dit, écoutez, vous êtes tous là, il compte tous ces moines, tu vois. C'est étrange parce que cette nuit, j'ai fait le rêve qu'une grue blanche, et donc il y a un immortel ici qui a quitté la Terre, quoi. Puis genre à 10h30, le gars qui montait les fagots de bois, ben, il n'est pas arrivé. C'était lui. Tu vois, c'est cette histoire-là de la spiritualité des autres avant la sienne. Bon, 9 palaces. Oh, il y en a qui ont compris 5 minutes. Bastien, il est là? Bon, c'est pas grave. De toute façon, il faudra que je dessine un peu. Je l'avais déjà dessiné la dernière fois? Non. Ah oui. Neuf palaces. Alors, tout à l'heure, on a parlé de trouver l'action à propos, et puis que donc, du coup, puisque la loi de causalité stipule qu'il faut plusieurs causes pour un effet, d'accord? Donc, il faut faire naître de la complexité pour se rapprocher de la réalité, d'accord? Donc, le Yiting est un outil pour faire naître de la complexité à partir d'éléments très simples, et les 9 palaces aussi. Alors, aujourd'hui, on va utiliser les 9 palaces d'une manière extrêmement simple. Donc, il n'y aura pas de mathématiques, il n'y aura pas de Yijing dedans, parce que je n'arrive pas à tout mélanger. Moi, je suis un peu limité intellectuellement, et donc il faut chaque fois que je prenne les choses de manière simple. Et après, j'arrive à additionner les connaissances, mais j'ai plus de peine à les imbriquer. Alors, le 9 palaces qu'on va voir aujourd'hui, c'est un système de palaces qui est normalement utilisé en feng shui simple. D'accord? Le feng shui, donc l'art d'agencer correctement son lieu de vie. Donc ici, on est en Chine, donc en haut on a le sud, ici on a l'est, ici on a l'ouest, ici on a le nord. Donc, par extension, puisque ma maison c'est moi et moi je suis ma maison, donc ça c'est devant moi, ça c'est derrière, ça c'est à gauche, ça c'est à droite. OK? Et puis, donc pour qu'une maison soit saine, d'accord? Eh bien, il faut que les énergies soient bien placées dedans. Alors, je préfère le mot fréquence. Je trouve que ça me parle plus occidentaux que le mot énergie. Alors voilà, on va placer des secteurs d'activité dans notre maison. Ici, ça va être l'acquisition de savoir et de connaissances. OK? Là, ça va être la famille. Vous
vous souvenez que dans les préceptes développés, il y a la relation aux ancêtres et aux aînés. D'accord? Donc, c'est les vivants et les morts aussi. Hein. Ici, il y a... je n'ai pas envie de mettre l'argent. Les moyens de subsistance, plutôt. Enfin, ouais, on va mettre l'argent. Maintenant que je l'ai dit, je peux le mettre. Ça ne veut pas dire une richesse inutile. Ensuite, là, il y a la réputation. Ici, il y a le partenaire. Voilà, pour certains, ça peut être la vie de couple. Ici, il y a la créativité. Ici, il y a les amis, et la vie sociale. Bon, je mets vie sociale. Entendez amis. Et ici, il y a le projet de vie. C'est-à-dire je mets profession. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a envie d'agir dans la société? Avec quels outils? Ce qu'on fait dans la société, quoi. Et donc, voilà, quoi. Votre maison, elle peut se dessiner comme ça. Vous pouvez regarder un petit peu chez vous. C'est très, très sommaire, mais c'est assez efficace. Si on veut aller plus loin que ça, le feng shui, ça devient très compliqué. Okay, mais de manière très simple, c'est déjà sympa. Chez moi, ça marche. Dans ma maison, ça marche à peu près comme ça. Et puis, les secteurs qui sont bien exposés à l'énergie, ben, c'est ceux qui fonctionnent le mieux. C'est vraiment drôle. Ça marche vraiment bien. Voilà. La santé va être liée au fonctionnement harmonieux de chacun de ces secteurs. OK? Si on rentre en médecine chinoise, même, pour chaque secteur, il y aura une influence sur le fonctionnement de certains, comment est-ce qu'il dit ça? Organes, énergie organes, d'accord? Mouvement d'organes, mouvement énergétique d'organes, d'accord? Par exemple, si on va en Chine puis qu'on trouve un médecin traditionnel, pas un MTC, mais un médecin qui travaille à l'ancienne et qui repère une certaine pathologie, il va se renseigner. Comment ça marche? Vous avez du temps pour vous? Vous faites des jeux dans votre nom? Tout. Vous devez peut-être faire un peu de peinture ou quelque chose comme ça. En fait, il cherche à activer ça. D'accord? Bien aller au parc le matin, chanter, il cherche à activer ça. Ou bien il va se renseigner comment ça se passe dans le couple par rapport à certains déséquilibres énergétiques. Alors nous, on va faire un diagnostic régulièrement de notre état émotionnel, de la manière dont on fonctionne, avec un petit exercice respiratoire. On va inspirer pendant 7 secondes. On va bloquer la respiration 2-3 secondes, puis on va expirer pendant 7 secondes. Pendant ces 2-3 secondes, on devient souverain d'un secteur. Je suis souverain, c'est-à-dire je contrôle ce secteur, je sais ce qui s'y passe, je gère. Voilà. Mais gestionnaire, ce n'est pas top comme mot pour des palaces. Gestionnaire de palace, ça fait tout de suite palace de Gstad. Donc là, on est souverain. Alors,
On commence par celui-ci là. D'accord? Et on tourne jusque là, et on va terminer par là. Donc, ça va faire 7 cycles respiratoires. Donc, on s'imagine où on en est dans l'acquisition de connaissances, la manière dont on continue de se cultiver, quel type d'informations on reçoit. Ça peut être les informations Covid-19 par Internet. Hein. Ça peut être plein de choses. Est-ce qu'on maîtrise ça? Ou bien est-ce qu'on est scotché derrière l'ordinateur? On ne peut plus le lâcher une fois qu'on a ouvert YouTube. D'accord? Comment est-ce qu'on gère notre acquisition et la qualité de ce savoir? On fait un tour assez... On peut écrire chaque semaine, on peut prendre un petit cahier, puis on écrit ce qu'on perçoit dans chacun de ces trucs-là. On peut faire des projets, et puis on inspire, et on observe. Est-ce qu'on est souverain? Et quand on est là, puis on inspire, puis on se sent absolument pas légitime comme souverain de la situation, mais il y a quelque chose qu'il faut quand même faire travailler. D'accord? Il y a des choses qui ne peuvent absolument pas évoluer. Je ne sais pas, vous gagnez peu d'argent présentement parce que c'est Covid, machin, tout ça. Donc, il y a des choses à assumer à ce niveau-là. À faire un deuil. Si on fait le deuil, on redevient souverain. On passe à autre chose. On n'est plus bloqué sur le truc. Dans les histoires de famille, souvent, il y a des choses qui sont inextricables. On a déjà fait 3 thérapies en constellation familiale, mais on peut vraiment... On a essayé de renouer avec papa, mais... non, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, ce type-là, mais je peux pas, quoi. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, on trouve une nouvelle posture par rapport à ça. On fait un deuil, on se convainc, mais vraiment, on a fait le tour de l'histoire et on prend une décision et on redevient souverain de ce secteur-là. Réputation. Cette semaine, j'ai eu un téléphone de mon doyen au conservatoire. Il y a des parents d'élèves qui ont porté plainte contre moi et qui ont décidé de retirer l'élève de leur classe. Ça m'est jamais arrivé en 30 ans de pédagogie. Ben voilà, là, j'ai dû travailler un peu. J'étais plus trop souverain. Heureusement, ça a duré vite parce que je n'ai pas trop d'orgueil. Mais, et puis, j'ai compris la situation. Vous voyez, typique, le genre de situation. Hein, réputation. Partenaire, les problèmes de couple. Créativité, le fait de ne pas avoir... on peut imaginer qu'on n'a pas de temps pour la créativité. Je ne sais pas, ah oui, mais je ne fais rien de mes 10 doigts, etc. Ouais, moi, je voulais faire des cours de peinture à l'huile, puis je ne peux toujours pas faire des peintures à l'huile. Soit on commence des cours de peinture à l'huile, soit on réalise que par ailleurs, dans son boulot, on a de la créativité, ou on décide que dans son travail, on va mettre de la créativité, ou dans ses activités avec ses propres enfants, on va mettre un élan créatif dans ce qu'on fait avec nos enfants, par exemple. Mais je suis sûr que vous avez assez d'imagination pour remettre du mouvement chaque fois là où ça coince, et donc pouvoir vous installer en souverain. On peut le faire avant d'aller se coucher, par exemple, juste avant de s'endormir. Si ce n'est pas trop difficile, parce que si vous êtes en plein divorce, c'est peut-être pas le moment avant d'aller se coucher de réfléchir à ça, quoi. Hein? Donc ça, il faut le faire à un autre moment de la journée. Et puis après, la santé. Voir où on en est avec la santé. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire bien assumer l'état dans lequel on est
Et puis se rappeler à tout ce qui nous reste comme possibilité avec ce que notre corps nous donne encore à faire. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Genre, si je vais faire le K2 maintenant, ça va mal se passer. Parce que j'ai plus la santé pour. Je veux dire, j'ai plus l'âge. D'accord? Donc, toujours se réévaluer par rapport à la santé. Des questions? OK. Alors, ça, c'est un bon démarrage. Mais on va l'utiliser maintenant pour les émotions, de manière plus spécifique. Quand on travaille sur les émotions, on peut d'abord les connecter et puis comment dire, ouvrir les portes de façon à ce que les choses soient plus visibles, plus claires, en commençant par un qigong sur les sons thérapeutiques. N'importe lequel. Celui de la Grande Ourse, c'est celui que je connais, donc c'est celui que j'enseigne. Mais vous allez sur YouTube, vous tapez son thérapeutique, puis vous en trouvez un, puis vous l'essayez, puis il ne marche pas, alors vous en prenez un autre, puis vous l'essayez, puis celui-là, il marche. D'accord? Et donc, vous allez faire vibrer vos organes avec des qigong de son thérapeutique. Si vous n'en connaissez pas, vous pouvez essayer sans. Ou bien vous pouvez aussi, pour vous rendre disponible, vous pouvez... je vais vous faire chanter. C'est quelle heure? En fait, j'ai oublié de prendre ma montre. Et 27 15 heures ou 14 heures? Ah non, je ne vais pas vous faire chanter. Mais par exemple, vous pouvez faire... moi, je sais pas, moi j'ai appris Aum, parce que les taoïstes ne disent pas Aum, ils disent Aum. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous faites Aum. Puis le vous le mettez vraiment bien dans le nez. Ah, tu fais progresser, tu fais monter. Ouais, tu fais monter. Mais tu ne le fais pas progresser dans les trois... en Chine, on fait depuis le bas avec beaucoup dans le nez pour favoriser la production d'oxyde nitrique parce que ça favorise la respiration après. Si on termine bien, on fait bien. Alors, par exemple, vous pouvez pratiquer Aum, chose comme ça pendant un moment. Ça met tout le corps en vibration et ça vous fera votre qigong des 6 sons. D'accord? Après, vous prenez la première émotion. On va commencer par, alors, parce que je pratique la Grande Ourse, chez moi, la première, ça sera poumon. Après, si vous avez une autre pratique de son thérapeutique, vous pouvez commencer avec une autre émotion. Mais chez les taoïstes, on aime bien commencer avec poumon, l'élément métal. Je vous expliquerai ça d'autres fois. Ça n'a pas d'importance pour la pratique. Donc, poumon, tristesse. Et j'observe ma tristesse dans ce secteur. Est-ce qu'il y en a? On fouille un peu, pas des heures. 1 minute, il faut que ça vienne quand même facilement. Hein. On est dans du Wu Wei Dao, c'est pas une fouille archéologique. Et puis, s'il y a cette sensation de tristesse, eh ben, on va essayer de la dépasser avec courage. Mais courage, pourquoi? En fait, courage parce que on va trouver ce courage dans le fait d'être dans une démarche spirituelle qui va nous éveiller à la compassion. Souvenez-vous que ces 4, on a 5 entités viscérales, mais il y en a 4 qui sont en relation avec celle centrale liée à rate-estomac. D'accord? Et donc, du coup, dans cette entité viscérale, ce qui va équilibrer le fonctionnement, c'est justement la compassion, c'est la bienveillance. D'accord? Donc, cette notion de compassion, elle va toujours être centrale pour pouvoir améliorer une émotion.
pour pouvoir soit la remettre en mouvement, parce qu'elle va repasser par la terre, donc elle va passer par autre chose. Je dis par la terre parce que je ne vous ai pas expliqué ça. Chaque organe est lié à un élément. Votre estomac, c'est lié à la terre. D'accord? Poumon, c'est lié au métal. On repasse toujours par la terre pour faire bouger l'énergie, parce que c'est comme ça dans la nature, n'est-ce pas? Après, vous examinez la tristesse. Est-ce qu'il y a une tristesse qui est liée à cette notion de famille? Et puis, même processus. Si vous en repérez une, soit vous décidez de la vivre, parce qu'elle est importante, vous avez un deuil à faire, vous décidez de la vivre, puis elle n'est pas trop exacerbée, soit vous essayez, par un courage qui naît de votre compassion, de passer à autre chose, de lui redonner du mouvement. Et ainsi de suite. Argent, réputation au conservatoire, partenaire de vie, créativité, vie sociale, le deuil sur le cours de peinture qu'on n'a plus envie, qu'on n'arrive plus à faire. Sur le deuil au niveau de la santé. Ben non, avec un genou pareil, je ne peux plus faire ça. Il y a des tristesses, d'accord? Mais on a un projet qui est bien plus grand que ça, qui est celui de se reconnecter avec cette énergie universelle qui est celle de la compassion. Donc on trouve la force. Ça joue? Ensuite, on passe au foie et donc à la colère. Le foie, c'est l'élément bois. Hein. Et on refait la même chose. On recommence ici. Si les connaissances qu'on a acquises, il se trouve qu'on a des amis qui n'arrêtent pas de nous balancer des vidéos conspirationnistes, complotistes. Ouais. Donc on se retrouve le soir, on est plein de colère, quoi. Ah, la pharma suisse, il n'y a que le pognon, machin, etc. Donc là, pour timorer cette colère, ben on va utiliser la patience. Cette patience, elle sera possible uniquement si elle est basée sur quelque chose qui est bien plus haut, qui est la compassion. Et ainsi de suite. On est en colère parce que, je ne sais pas, des histoires d'argent, parce qu'on a reçu trop d'argent. Donc, on évalue chacun de ces postes avec la colère, voir s'il y en a. Si on n'a pas, ben, tant mieux, on passe au suivant. Il ne faut pas aller chercher trop loin non plus. Puis s'il y a une petite colère qui vous a sorti d'affaire, eh ben, c'est top, on garde. Mais on ne reste pas dedans, par contre. Si après 3 jours, elle est toujours là, il faut faire quelque chose. Après, le cœur. Et donc, cette hyper-excitation, cet enthousiasme débordant, mais qui débouche sur rien, en fin de compte. Il peut être suscité par des connaissances, des machins, ou bien des nouveaux amis. On s'est lancé sur encore un nouveau projet, puis on a encore des nouvelles connaissances, puis on va faire ci, puis on va faire ça, puis on va faire ci, enfin. Ou je ne sais pas, créativité, oui, maintenant, je vais encore faire des nouveaux concerts, puis là, je vais monter un nouveau programme, je vais appeler tel et tel. Et Laurent, stop, contente-toi, tu as déjà ton quatuor, ça suffit. D'accord? Donc, ça va être le contentement. Mais ce contentement qui va devoir ramasser une forme de boulimie passionnée, il va être possible parce qu'on va avoir de la compassion pour soi-même. On va réaliser qu'on est dans un autre projet maintenant, un projet spirituel. Et que ce projet spirituel, il n'a pas besoin de cette effervescence permanente. Mais c'est bien d'avoir des projets, hein, mais c'est quand ça devient... Et puis qu'on n'arrive pas à les réaliser. Ça, c'est un autre problème. Dans la grande ours, si vous pratiquez les sons thérapeutiques, non pas par 6, mais par 7, il y a un retour à la vésicule biliaire avec si, d'accord?
Vous pouvez le faire ou pas. Si vous travaillez avec les sons thérapeutiques en même temps, par exemple, je ne sais pas, vous dites, tiens, maintenant, je vais faire le cœur, puis vous faites, avant de faire le cœur, vous faites... Puis qu'après, vous vous lancez dans cette émotion liée au cœur, hein, puis après, vous vous dites, tiens, est-ce qu'il faut que je fasse le si de la vésicule biliaire? Enfin, si vous êtes très en colère, oui. Si vous n'êtes pas trop en colère, non. Shui. Oui, donc les reins. Reins, les peurs. Même chose, vous observez tout ça, et puis vous mettez ça en relation avec la sagesse que vous commencez à acquérir par votre pratique. Et vous voyez, il y a de la compassion à avoir pour soi, mais là, ici, la notion de sagesse, c'est vraiment la meilleure amie de la peur, dans le sens où elle peut la relativiser. D'accord? Peur pourquoi? Je sais où je vais. J'ai un projet spirituel. Si je disparais maintenant, j'ai œuvré pour la suite déjà. D'accord? Donc cette peur de la mort, cette peur de la maladie, de la déchéance, elle est à mettre en lien avec cette sagesse qu'on acquiert progressivement. On est dans une boîte taoïste. Ok? On a le droit d'avoir peur, hein, mon Dieu, on est des êtres humains. Et puis certainement qu'au jour dernier, malgré tous les efforts, on va hurler « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné » hein? S'il y en a qui l'ont fait, des extraordinaires, qui ont eu cette peur-là avant nous, certainement qu'on va l'avoir aussi. Mais en attendant, on essaie de vivre avec moins de peur, c'est plus agréable. Et on arrive enfin à cette zone où on cogite trop. C'est d'ailleurs peut-être ce qu'on a fait en visitant tout ça. On s'est perdu à des endroits. C'est pour ça que je vous dis, restez pas un quart d'heure sur un poste, ça ne va pas. D'accord? C'est des fréquences qu'on cherche. Ce n'est pas de la résolution de problèmes. Ça, c'est chez le psy en constellation familiale. Là, on cherche des fréquences, on cherche à sentir où on en est et comment est-ce qu'on peut aménager cette fréquence différemment grâce à celle de la compassion. Et puis voilà, puis on revient à l'égard des autres. Et on a fait le tour. Plus rien ne bouge sur l'ordinateur, tu sais pourquoi? C'est fini. Est-ce que ouais, non, moi je vois que les gens bougent, hein, moi je vois que c'est tout. Ouais. Et puis Alexandra dit ouais, mais ça marche. Ok, il n'y a que moi alors. Il n'y a plus rien. Connecting. Nous, on arrive au bout, je crois. Ah, tiens, lui, il a perdu la connexion Internet. C'est pas grave, s'il m'entend. Toi, tu me vois bouger, toi? Ouais, c'est juste le ordi qui a un... Ok, ouais, très bien. Mais j'ai l'impression que j'ai fait le tour de l'histoire. Voilà. Alors, pour clôturer cette conférence, je vais vous présenter la suivante qui sera sur Ming, c'est-à-dire sur la manière d'entraîner, de travailler sur le corps, d'abord d'une manière très physique, puis ensuite plus énergétique. Parce qu'en fin de compte, vous allez réaliser, surtout quand vous méditez, que ce n'est pas facile comme travail. Et puis, il y a des choses qui reviennent, des émotions qui reviennent en permanence. C'est qu'en fait, quelquefois, on est passé à autre chose. Mais elles sont engrammées
dans nos tissus. Et c'est pour ça que pour faire progresser Xing, on a besoin de Ming. Et quand on va travailler sur Ming, il y a des choses, on sera toujours bloqué, parce que pour progresser dans Ming, on aura besoin de travailler sur Xing, les deux en même temps. Et donc ça sera le sujet. Salut Florence! Ça sera le sujet de la prochaine conférence. Qui est le 5 juin. Qui est le 5 juin. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu mieux développer? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a... Oh, j'espère que je n'ai pas été trop confus. T'as entendu, Florence, la conférence? Tu n'étais pas parti marcher? Après, ok. Ils peuvent démuter s'ils veulent, mais... Vous pouvez démuter hein, si vous avez des questions. Est-ce que vous n'avez pas de questions parce que vous êtes submergé de trucs et puis qu'en fin de compte, vous êtes perdu? Alors, si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, vous me mettez un pouce. OK. Est-ce que ça vous a donné envie de pratiquer? Vous n'êtes pas obligé de montrer le pouce. Ça, c'est vraiment... Est-ce que ça vous a donné envie de pratiquer? Alors, il faut mettre le pouce si ça vous a donné envie. OK, super. Bon, ça marche. Bien. Alors, on verra les limites de cette pratique la prochaine fois, puisque vous l'aurez expérimenté. J'ai une petite question. Oui. Est-ce que tu pourrais vite fait remontrer l'ordre dans lequel, où c'est qu'on commence le cercle? On commence là. Hein? Si vous regardez ça en termes de bagua, hein, parce que ça en fait 8 là, hein, avec un centre. Mais ici, on est au printemps. Donc, on commence par ici. Et santé, du coup, on le fait quand? À la fin. À la fin. Ça va être une forme de conséquence. Hein? Ok, et puis une autre petite question, est-ce que je n'ai pas compris exactement le son de Aum d'avant, quand tu as montré la façon qu'ils font en Chine? Vous voulez entendre la façon que moi je fais? Voilà. J'ai le trac. Et ainsi de suite. Hein? Comme ça, on travaille les 3 tantièmes, et puis surtout, on travaille avec le... Alors, mes maîtres, ils font Hong. Hong. Mais moi, je préfère mettre le M de Om, parce qu'en fin de compte, le but, c'est de faire vibrer les cavités nasales. Dans les cavités nasales, il y a une activité extraordinaire. Mais c'est hallucinant. Si ça vous intéresse, vous cherchez sur YouTube des trucs, vous allez sûrement trouver, sur les échanges gazeux et comment ça fonctionne une cavité nasale. C'est vraiment dingue. Et donc, on produit dans les cavités nasales un gaz qui est très, très important, qui s'appelle l'oxyde nitrique. Et ce gaz-là, en fait, il a la vertu de dilater les alvéoles pulmonaires les plus basses. D'accord? Donc, le fait de chanter comme ça, où on met le corps en vibration,
et donc aussi les poumons, en terminant par ici, puis en inspirant après par le nez, on inspire tout cet oxyde nitrique. Progressivement, la respiration, elle s'allonge. Il y a une meilleure oxygénation cellulaire. D'accord? Et donc, moi, ça me fascine parce qu'en Chine, on vous dit, respirez par le nez et on ne doit pas entendre la respiration. Hein, tous ceux qui pratiquent avec les Chinois, qui font du Qigong, des choses comme ça, on dit, il ne faut pas qu'on entende la respiration. Qu'est-ce qui se passe quand on n'entend pas la respiration? On expire doucement et on inspire lentement. Ça veut dire que l'oxyde nitrique a le temps de se développer et après de gagner le corps. Et ça, c'est extrêmement apaisant. Voilà. Avant le dodo, s'il y a eu des soirées mouvementées, c'est formidable à faire. Voilà. Quand est-ce que je le fais? Avant la méditation, quelquefois, pour préparer le corps. Mais beaucoup avant le dodo. J'ai des petites pratiques du sommeil, une fois. Si vous voulez, on en parlera une fois. Parce que quand même, la nuit, si on peut pratiquer aussi la nuit, ça fait déjà 12 pratiques, quoi. OK. Alors, à la prochaine fois. Merci de votre attention. C'est bien. Si on pratique la nuit, on peut faire la pause pendant la journée, c'est pratique. Ah, tu peux faire la nouva.